Bonjour à tous. Donc, nous allons pouvoir commencer très prochainement cet atelier. Cet atelier qui fait partie de la deuxième partie de la journée organisée dans le cadre du projet Pandora Plus, dont on vous a parlé également ce matin. Donc, ça se déroulera comme suit. On a d'abord un petit quiz avec 2 questions. Et puis ensuite, on aura 2 personnes qui nous présenteront l'expérience de mise en place de taxis solidaires sur la communauté de communes des Monts du Lyonnais. Donc, je les laisserai se présenter. Et puis ensuite, on aura un premier petit échange et puis une deuxième partie de présentation qui nous permettra d'avoir un deuxième temps d'échange. Et on se retrouvera tous en session plénière vers 15h30. Est-ce que quelqu'un serait volontaire pour faire le rapporteur auprès du grand groupe des propos qui vont être tenus dans l'atelier? Il s'agira juste en 3-4 minutes de remonter les différentes échanges qui ont eu lieu. Bon, écoutez, s'il n'y a personne, je me propose de le faire, mais vous avez encore le temps de changer d'avis. Et puis, on ne va pas traîner plus longtemps et donc on va entamer avec les 2 premières questions du quiz. Bon, la première question était facile, la deuxième est un petit peu plus difficile. Ah oui, là-dessus, ça a été plus difficile. Bon, c'est une première mise en jambe pour nous remettre bien dans le bain. Donc, vous pouvez enchaîner avec la suite. Du coup, on a vu les bonnes réponses. Donc, pour la première question, c'était bien permettre à tous de se déplacer. Et la seconde, c'était bien 66%. Et Jean, je te laisse lancer les présentations. Enfin, introduire en tout cas nos... Donc, vont intervenir maintenant et elles vont se présenter un petit peu plus en profondeur. Marie-Luce Arnoux, qui est vice-présidente déléguée aux solidarités actives de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, et Marie-Pierre Guichert, qui est la responsable du service mobilité de la même communauté de communes, qui vont vous présenter transport, autopartage et covoiture solidaire, ce qu'ils ont mis en place depuis déjà de nombreuses années sur le territoire du Mont du Lyonnais. Donc, je vous laisse la parole. Vous êtes capable de mettre, comme tout à l'heure, de partager votre écran?
Voilà, ben donc je vous laisse la main et puis je reste là. Je vais couper le son pour ne pas interférer. Voilà, c'est à vous. Merci. Donc, bonjour à tous. Je suis donc Marie-Luce Arnoux, vice-présidente déléguée aux solidarités actives au sein de cette communauté de communes des Monts du Lyonnais et qui porte dans cette mission la question de la mobilité pour tous. Bonjour, Marie-Pierre Guichert. Donc moi, je suis responsable du service mobilité de cette communauté de communes qui est un petit service et qui se compose de 3 personnes, du coup, juste pour vous donner un petit peu une idée. Donc une personne qui n'est pas à temps plein, mais qui gère plus le service de transport social des Monts du Lyonnais qu'on va vous présenter, et une autre personne qui est plus qui vient d'arriver, puisque nous nous lançons sur le sujet du vélo, voilà, dans le cadre d'un schéma directeur vélo notamment. Donc, cette communauté de communes se situe dans ce triangle que vous voyez apparaître à l'écran, au cœur du triangle Roanne, Lyon, Saint-Étienne. Elle a été créée suite à une fusion au 1er janvier 2017 et elle comprend 32 communes, dont 25 du Rhône, 7 de la Loire, et ce sont 35 000 habitants environ qui y habitent. Donc, on est sur une densité de 88 habitants au kilomètre carré. Donc, autant dire que cette densité est bien rurale. Voilà. Cette communauté de communes comporte 4 bourgs-centres, dont 2 comportant plus de 3 600 habitants. Bon, sur le plan plus géographique, en fait, on peut dire que c'est un territoire rural et au relief accidenté, qui cumule à 900 mètres à certains endroits. Voilà, on a des commerces plutôt regroupés dans nos bourgs-centres, très peu de commerces dans les petits villages autour. Autre caractéristique aussi de ce territoire, c'est qu'il comprend une vallée qui partage un peu notre secteur en deux. C'est cette vallée de la Brévenne et qui, du coup, fait que les transports au sein même de ce territoire sont parfois complexes à imaginer du fait de cette morphologie en fait, du territoire. Donc, cette question de la mobilité comporte pour nous en fait de grands enjeux et nous a amené à faire des choix autour de l'adaptation de l'offre pour vraiment réduire ces inégalités d'accès tant à l'emploi qu'aux services, et puis pour prévenir cette question de l'isolement des personnes souvent les plus vulnérables qui sont soit âgées, soit en situation de handicap, soit les jeunes aussi qui du coup n'ont pas encore accès à une autonomie de déplacement. Le fait de développer aussi les alternatives aux tout-voitures individuelles a été une vraie volonté du fait que de notre engagement TEPOS. Donc l'idée de réduire aussi cet impact énergétique. Et ce qui nous mobilise évidemment, c'est de favoriser cette mobilité en interne au sein du territoire pour plus de cohésion. Donc, cette question du transport et de la mobilité, on peut dire qu'elle est très ancienne sur notre territoire parce que dès 1985 avait été mis en place sur une partie de ce territoire un transport qui avait pour but de répondre aux besoins des personnes âgées qui pouvaient se retrouver seules du fait d'une histoire familiale et beaucoup de femmes en fait qui n'avaient pas de permis de conduire et qui, au décès de leur mari, se retrouvaient isolées, ou d'autres personnes en situation de handicap avaient été repérées
et montraient une forme de difficulté dans leur déplacement. Donc, la communauté de communes avait à l'époque mis en place un transport d'aide au déplacement par le biais des taxis existants sur le territoire. Et ensuite, donc, le département du Rhône a également mis en place un transport, dit transport à la demande, qui en 2015 a été délégué aux communautés de communes qui souhaitaient s'emparer de ce service en bénéficiant d'une aide financière dégressive que le département a mis en place pour pallier son engagement précédent. Donc, nos deux communautés de communes du Rhône ont accepté de s'engager dans ce transport social, solidaire. Et lors de notre fusion communautaire, nous avons harmonisé nos deux services. Et puis, lorsque les communes de la Loire, les 7 communes ligériennes ont rejoint notre communauté de communes, une harmonisation totale sur le territoire a pu être envisagée pour notre transport social qui existe aujourd'hui. Et parallèlement à ça, nos communautés de communes, d'abord indépendantes avant cette fusion de 2017, se regroupaient au sein d'un syndicat appelé le CIMOLI, Syndicat intercommunautaire des Monts du Lyonnais. Et dans ce cadre-là, nous avions déjà eu on va dire cette préoccupation plus environnementale, on va dire, sur la question du transport. Et nous nous étions mobilisés pour créer un site de covoiturage qui aujourd'hui est d'ailleurs intégré dans le site régional Movici. Et puis, nous avions engagé tout un travail de sensibilisation aux mobilités actives par les vélos à assistance électrique, la création de pédibus, l'accompagnement des communes dans toutes ces démarches-là et des différents acteurs. Et puis, on a aussi tenté de chercher d'autres alternatives, mise en place d'un autostop participatif, de covoiturage solidaire, tout ça sur 2012-2015. Voilà ces deux aspects engagés par nos collectivités. Alors, en fait, donc comme Jean l'a dit, la présentation va se faire en 2 temps. On va d'abord vous présenter ce service de transport social, ce qui va être la plus grosse partie de la présentation. Puis, dans un deuxième temps, plus donc d'autres solutions qu'on a tenté de mettre en place, peut-être avec un peu moins de succès ou pas tenté, et voir un petit peu pourquoi et les questionnements qu'on a. Donc, ce service de transport social, il a été lauréat parmi beaucoup d'autres projets, donc du programme Pandora Plus, qui a été résumé ce matin par Laurent Cogerino. Et il avait déjà été en partie intégré dans le premier programme Pandora. Sur ce programme Pandora Plus, on a eu l'opportunité effectivement d'avoir un financement à 100%, ce qui nous a permis vraiment d'affiner, on va dire, notre dispositif et de le roder. Et comme Marie-Luce l'a dit, de l'étendre à nos 32 communes, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ce service, il s'adresse principalement aux personnes qui n'ont pas de moyens de déplacement. C'est une des conditions, c'est-à-dire pas de voiture ou alors une voiture dans le cas de couples âgés, mais où ni l'un ni l'autre des membres du couple ne peuvent conduire cette voiture. Avec des revenus très modestes, c'est aussi une des autres conditions principales. On s'appuie sur la grille ANA, qui est une grille qui est utilisée aussi pour la rénovation énergétique, en prenant en plus la grille ANA la plus stricte, donc des ressources très modestes. Ça, c'est les 2 conditions principales.
Ensuite, forcément, ça va toucher des personnes qui sont des personnes âgées de plus de 65 ans, des personnes en différentes situations de précarité, on va dire, donc au RSA, des personnes qui touchent l'aide au retour à l'emploi, handicapés, invalides, et un certain nombre de personnes en insertion socio-professionnelle, voire les enfants de ces personnes-là. Donc, ça touche un public très particulier. Ça ne s'adresse pas à toute la population. Comment il a été mis en place, ce dispositif? Il a été vraiment mis en place avec la collaboration des 32 communes et la communauté de communes s'appuie vraiment sur les 32 communes, puisque les personnes qui peuvent prétendre à ce dispositif doivent d'abord passer par leur commune pour monter un petit dossier donc d'inscription qui se fait au niveau de la mairie, qui va être regardé par le CCAS, qui va valider ou apporter aussi un certain nombre de précisions sur la situation des personnes qui déposent un dossier, qui ensuite est envoyé par la secrétaire de mairie, donc notre agent en charge de la gestion du dispositif. Et donc, le dossier est validé ensuite par la communauté de communes. Et donc, c'est important ce passage par ces 32 communes, puisque que ce soit les maires ou les CCAS connaissent bien les situations de leur population et de leurs habitants. On a un marché aussi, on fonctionne par marché annuel à l'heure actuelle avec principalement les sociétés de taxi locales. En fait, principalement uniquement, puisque c'est quand même des marchés qui ne sont pas très importants. C'est aussi pour du transport local. Donc, le marché est, en fait, ce sont surtout les sociétés de taxi locales qui répondent, qui sont donc des sociétés qui sont réparties aussi sur le territoire. Les usagers vont appeler directement les taxis, on passe pas, il n'y a pas de plateforme de réservation. C'est très simple, la personne qui a droit à ce transport a la liste des différents taxis, leur numéro de téléphone, et elle appelle le taxi le plus proche. Bon, il y a quelques conditions, il faut le faire 48 heures à l'avance, ce n'est pas le samedi et le dimanche, mais c'est vraiment un contact direct pour simplifier aussi cette démarche et cette possibilité de se déplacer. Parce qu'on sait aussi que souvent, les personnes qui sont concernées par ce dispositif ne sont pas forcément des personnes qui manipulent facilement des plateformes, des applications ou des choses comme ça, et que le téléphone est vraiment la solution la plus facile. Il y a également un système où les nombres de trajets sont limités à 10 par mois, normalement. Et on a ouvert justement, effectivement, le financement Pandora, notamment, nous a permis d'ouvrir à 15 trajets par mois pour des personnes qui sont en insertion socio-professionnelle et notamment des personnes qui sont salariées à l'ESAT, qui est sur notre territoire. Et chaque usager doit payer, ce n'est pas gratuit, doit payer 2 € pour son trajet, quelle que soit la destination. Il faut savoir qu'on peut se déplacer évidemment sur toutes les 32 communes, mais on verra après, c'est aussi les déplacements sont aussi possibles sur un certain nombre de points à l'extérieur de ces 32 communes, parce qu'on n'a pas tous les services, on va dire, indispensables sur nos 32 communes, notamment pour aller sur des services de santé, surtout, ou aussi pour faire des courses, certains types de courses, ou pour rejoindre, on a très peu de lignes de transport, on n'a pas de train, donc pour rejoindre une gare la plus proche qui est en dehors de notre commune. Donc, ce n'est pas uniquement sur les 32 communes. Pour vous donner un petit peu d'ordre d'idée de la taille du service, je suis partie sur une période donc
précédente, qui est sur la période de septembre 2020 à août 2021, le marché était sur cette période-là. Là, on est sur un marché qui a redémarré en septembre 2021, mais on est un peu dans les mêmes chiffres. Donc, on a eu 178 demandes sur cette période-là, simplement 4 qui ont été refusées parce que le revenu fiscal des personnes qui avaient demandé dépassait ce fameux tableau de référence qu'on utilise, qui est cette grille, le tableau de la grille ANA. Donc, ce qui veut dire que la plupart des bénéficiaires qui demandent, c'est vraiment des gens qui rentrent dans les clous, on va dire, et qui en ont besoin. Mais tout le monde ne l'utilise pas. On peut voir que sur les 174 à qui on a donné accès à ce service, il n'y a que 145 personnes qui l'ont utilisé, donc soit 83%. En fait, on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont demander, puisque ça ne leur coûte rien de demander, hein, on leur envoie simplement une carte de trajet et des tickets, c'est au cas où, c'est-à-dire parce que souvent, c'est souvent plutôt des personnes âgées, ils ont quand même de la famille autour qui peut les déplacer, ou peut-être des voisins, mais au cas où cette famille ne serait pas disponible et les voisins non plus, ben, ils ont cette solution de dernier secours, on va dire. Voilà, mais donc on se rend compte qu'il y a, ça doit rassurer aussi les personnes de savoir qu'ils ne seront pas complètement isolés et dans l'impossibilité de bouger de chez eux. Bon, comme on le voit, ça touche beaucoup plus de femmes que d'hommes de façon globale. Ça touche une majorité de personnes âgées, enfin 55%, donc c'est un peu plus de la moitié, mais aussi pas mal de personnes en situation de handicap, un peu de personnes au RSA, peu de personnes en contrat aidé et en parcours d'insertion, finalement. Sur cette période-là, 12 mois de fonctionnement, les déplacements, en fait, le total des déplacements était de plus de 42 000 kilomètres quand même, et donc presque 3 500 trajets au total. Donc, c'est un service qui est quand même bien utilisé. Les déplacements ne sont pas très longs, hein, même en dehors du territoire, ce n'est pas des déplacements très, très longs, ce n'est pas l'idée. On ne va pas, si la personne peut aller à un endroit avec un bus, on posera la personne à l'arrêt de bus, on ne va pas la poser directement. Par exemple, il y en a des bus qui vont jusqu'à Lyon, on ne va pas emmener la personne à Lyon, elle prendra le bus pour y aller. C'est un peu l'idée du dispositif. Un petit retour sur la façon dont est apprécié ce dispositif. On a fait une enquête au printemps 2021 auprès des bénéficiaires pour avoir un petit peu une idée voilà, de ce qu'ils pensaient de ce service. Globalement, on a des retours vraiment très positifs. Je ne vais pas vous lire tout ce qui est sur la diapositive, mais voilà, par exemple, si ce service n'existait pas, je ne pourrais plus faire mes courses car je ne peux pas payer les services d'un taxi. Le porte-à-porte permet de faciliter les déplacements pour des personnes invalides. Beaucoup de reconnaissance envers les transporteurs. Par contre, il y a des choses où des personnes auraient des demandes auxquelles on ne répond pas forcément. Compliqué d'appeler 2 jours avant car il m'arrive d'oublier le rendez-vous pris. Effectivement, il faut réserver 48 heures à l'avance. Je regrette que des personnes seules, isolées, dont les revenus dépassent un peu, se voient refuser ce service. Bon, on verra par la suite aussi que voilà, ça a un coût et donc qu'on a été obligé d'y mettre des limites. Globalement, les gens ont 10 trajets par mois, mais ne l'utilisent pas tous. On le voit aussi. Le nombre de déplacements varie en fonction de mes rendez-vous médicaux. Donc, on sait, on ne demande pas aux gens pourquoi ils l'utilisent, mais on sait que globalement, les premiers déplacements faits avec ce genre de dispositif, c'est pour effectivement la santé au sens large. Hein. C'est également pour aller faire des courses. Donc, c'est vraiment pour répondre aux besoins de base. Et voilà, d'autres, je n'utilise pas tous mes trajets car si je peux, je prends les transports en commun. Donc,
voilà, on voit que c'est bien utilisé, ça répond vraiment à la demande de ces personnes-là qui disent que si ça n'existait pas, elles ne pourraient pas se déplacer, elles ne pourraient pas aller faire leurs courses, elles ne pourraient pas aller à un rendez-vous médical. Mais bon, forcément, ça ne répond pas à tout. Pourquoi ça marche? Alors, ça marche bien, on va dire. Les gens sont satisfaits. C'est un dispositif qui est rodé. On n'a pas de difficulté avec les taxis. Le lien, on va dire l'organisation partenariale, communauté de communes, taxis, usagers, tout ce petit monde, on va dire, fonctionne plutôt bien. Mais parce que c'est une réponse vraiment sociale, c'est une réponse humaine, comme on l'a marqué, et de proximité. On fait, comme le dit je ne sais plus qui ce matin, on fait aussi dans la dentelle. Les secrétaires de mairie et les CCAS ont un rôle très important parce qu'ils connaissent bien les habitants, les bénéficiaires, peuvent expliquer les situations. Les secrétaires de mairie vont expliquer aux bénéficiaires, vont les aider à monter les dossiers, vont leur expliquer comment ça marche. Donc, il y a vraiment cette proximité. On a aussi un comité d'arbitrage avec 4 élus qui sont sollicités chaque fois que, effectivement, les situations sont un peu particulières, un petit peu en dehors des clous. Donc, qui va effectivement se positionner. Bon, est-ce que, OK, cette personne est un peu en dehors, mais compte tenu de sa situation très particulière, est-ce qu'on lui accorde quand même pendant un certain temps ou pas? Il va apprécier chaque situation. On a ajusté le dispositif au fil de l'eau, notamment pour ces salariés ces salariés handicapés qui vont dans des ESAT. On a ajusté aussi les points de dépose, là où les personnes peuvent aller. On en a mis quelques-uns en plus quand il y a eu, notamment sur le territoire, on a eu un déplacement des bureaux de Pôle emploi qui n'étaient plus accessibles en transport en commun. Bon, et des personnes ont besoin d'aller à Pôle emploi, donc on a donné la possibilité avec ce dispositif d'y aller. Occasionnellement, on ajuste aussi les horaires pour des cas particuliers. Voilà, on fait vraiment un petit peu à la demande presque de chacun. On ajuste avec minutie. Comme je disais tout à l'heure, on a ces destinations en dehors du territoire pour des services vraiment indispensables. On a communiqué largement via de nombreux relais, évidemment, toutes les communes, et je crois que toutes les communes ont mis de l'information dans leur bulletin municipal. Certaines ont même distribué des flyers dans chaque boîte aux lettres. On a communiqué via les prescripteurs, via toutes les associations de solidarité, telles que les Secours catholiques, les Restos du Cœur et autres associations plus locales, mais qui sont aussi des associations d'entraide. On a également aussi sur le territoire 2 maisons France Service qui peuvent apporter de l'information aux personnes qui viennent ou qui peuvent être le relais du dispositif. On a une personne qui est à temps partiel qui coordonne et qui fait le lien avec tous les partenaires. Et aussi, on encourage, alors ça a été plus difficile, on l'a vu ces 2 dernières années avec la crise sanitaire, mais on encourage au covoiturage via, donc, on encourage les taxis, on va dire, à faire du covoiturage quand c'est possible. C'est-à-dire que si ils ont 2 personnes qui les appellent sur des heures qui sont proches, il est possible, le taxi a on va dire, la marge de manœuvre pour dire aux personnes, écoutez, peut-être essayez de rapprocher vos rendez-vous et je vous prends en même temps, ou juste voilà, dans la même voiture. Et les taxis sont vraiment le font, voilà, sauf période de Covid, évidemment. Voilà. Donc, on a vraiment un réseau de partenaires qui se connaît, qui est en confiance. Bon, tout n'est pas tout beau, tout rose non plus. Hein. Quelle difficulté? Ça a un coût important quand même pour la collectivité. Hein.
1,26% du budget de fonctionnement sur l'année 2021. Après des engagements du département qui, lui, voilà, avait mis en place un dispositif. Évidemment, c'était financé jusqu'à fin 2021 par Pandora Plus, mais voilà, maintenant, le service continue et on connaît le coût de fonctionnement et ça pose des questions forcément à la collectivité. On a parfois encore du mal, malgré toute la communication, à repérer vraiment toutes les personnes bénéficiaires ou qui pourraient effectivement bénéficier. On pense que certaines personnes ne veulent pas demander de l'aide. Voilà, donc certaines communes, notamment les communes qui ont été intégrées petit à petit, notamment les communes de la Loire, on a moins d'utilisateurs. Le dispositif est peut-être encore moins connu, malgré tous les canaux qu'on a utilisés pour en parler. Les critères d'éligibilité sont très stricts, donc vous êtes obligé de refuser des personnes. Il y a un nombre de trajets limité. Pour certaines personnes, c'est une contrainte, notamment les personnes en insertion professionnelle qui auraient... voilà, qui doivent aller tous les jours à une formation, à un stage, qui ont eu un contrat CDD. Ça ne répond pas à cette demande. C'est 10 tickets par mois qui ne sont pas reportables sur le mois d'après pour justement limiter le budget. Et on se dit aussi qu'une fois que la personne a utilisé ces 10 tickets, peut-être elle peut aussi essayer, on veut qu'il y ait cette solidarité locale perdure qui existe, on sait, qu'elle existe chez certaines personnes. Donc, on ne veut pas non plus élargir le nombre de tickets. D'ailleurs, la plupart des gens nous disent que ça va à peu près en nombre de tickets. On ne répond pas à des besoins urgents de déplacement puisqu'il faut réserver 48 heures à l'avance. On a vu que pour certaines personnes, dans la verbatine, c'était des fois un peu difficile de ne pas oublier son rendez-vous, difficile de réserver à l'avance. C'est des personnes qui auraient peut-être besoin d'autres accompagnements que simplement un accompagnement pour se déplacer. Et le coût, effectivement, c'est 2 € par trajet. Pour certains, c'est quand même cher. Ça paraît peut-être modeste, mais pour des personnes au RSA, pour des personnes qui ont vraiment des ressources très limitées, ça reste un coût. Voilà, donc pour résumer, effectivement, on reste contraint par des moyens financiers. Et autant on répond quand même à ces besoins de base, autant pour l'instant notre dispositif, et on se questionne beaucoup par rapport à ça, ne répond pas pour des questions pour l'accès à l'emploi, à la formation, de façon très, très minime. On essaie de l'ajuster des fois pour ça, mais on se rend compte que voilà, ça ne répond pas complètement. Donc, avant peut-être la pause, l'échange, on va terminer sur cette première partie sur ces étonnements que ça soulève en fait. C'est justement comme vient de l'énoncer, l'introduire Marie-Pierre, le fait qu'on touche assez peu les personnes en insertion ou les personnes vraiment éloignées de l'emploi. Voilà, on se demande si les prescripteurs sont dans cette facilité de présentation de ce dispositif. Est-ce qu'il ne manquerait pas de l'information? Est-ce que tout bonnement, ce service n'est pas suffisamment adapté à ce public qui aurait peut-être besoin de quelque chose de plus souple ou de plus réactif? Voilà, on a quelques idées, quelques pistes de solutions, mais tout ça n'est pas complètement certain de notre part. Et l'autre question, l'autre étonnement que ça soulève aussi, ce dispositif, c'est qu'il peut-être créer une forme de dépendance
à un dispositif qui n'ouvre pas à une autonomie complète de déplacement pour ces personnes voilà, un peu en transition dans leur parcours professionnel. Donc là, si on veut ouvrir les pistes de réflexion, c'est toute la question que nous nous posons sur l'accès au permis de conduire. Voilà, est-ce que nous n'aurions pas à faciliter cette tâche-là, cet élan-là, ou aussi l'aide à l'entretien d'un véhicule, parce qu'on sait aussi que ça représente un coût colossal. Et puis, du coup, l'autre point d'étonnement, c'est peut-être ce relais qui n'est pas tout à fait, on va dire, suffisant, peut-être de la part des associations d'entraide. Comment, voilà, chacune d'elles s'approprie ce dispositif, comment elle relaie l'information auprès du public qu'elle touche dans son association. Parce qu'on a oublié de mentionner que notre territoire est vraiment très, très bien pourvu et très riche en associations qui a pour but voilà, cette solidarité à plusieurs niveaux. Donc, on est entouré, nous, collectivités, de nombreux acteurs associatifs. Les préconisations voilà, que nous faisons, c'est l'intérêt de ce comité d'arbitrage, parce qu'il nous permet vraiment de façon très réactive d'analyser et d'apprécier des situations qui ne répondent pas complètement au cadre que nous nous sommes fixés et qui pour autant sont à considérer. Donc régulièrement, quand des dossiers, des demandes sont déposées et qu'elles n'entrent pas complètement dans tous les critères retenus, nous échangeons ensemble et parfois, bien sûr, nous refusons l'accès pour certains, mais pour d'autres, nous composons. Voilà, nous donnons, par exemple, l'accès à quelques trajets, non pas 10 par mois, mais un peu moins, où nous nous adaptons sur les horaires ou sur la durée de bénéfice du service. Voilà. Donc ça, c'est un point assez pertinent parce qu'il nous montre qu'il répond vraiment au traitement du dossier, à la qualité de traitement du dossier. Et puis l'autre point, c'est la présence de nos 2 maisons France Service au sein du territoire, qui peut être aussi un relais d'information. Et au-delà de ça, qui permet en fait aux habitants d'accéder à leurs droits dans une plus grande proximité. Et donc, nous sommes ravis aujourd'hui, parce que nous avons appris la semaine dernière que notre réponse à un appel à projet qui a été lancé par la préfecture nous a retenu pour la mise en place de ce dispositif, toujours Maison France Service, mais à l'aide d'un bus. Donc, nous allons, dans les prochaines semaines, mettre en place ce service-là, donc encore plus à proximité des habitants. C'est que notre bus France Service va sillonner le territoire et se rendre au plus près des habitants. Et donc, voilà, les réflexions que nous avons à mener, c'est sur cette nécessité de pouvoir offrir un vrai panel de services, et puis de répondre au mieux aux besoins de déplacement des personnes qui se retrouvent en difficulté ou face à différents obstacles que nous mesurons pour certains, et puis peut-être qu'il y en a encore des obstacles que nous n'avons pas suffisamment encore appréciés. Voilà, peut-être un temps d'arrêt maintenant d'échange. Merci vraiment beaucoup pour cette présentation extrêmement complète et précise. On a eu quelques petites questions, donc je vais les regarder là dans le chat. Bon, la question qui a été répondue depuis sur cette idée de comité d'arbitrage, sur le fait que ce n'est pas absolument rigide et qu'on est vraiment sur des choses locales, donc ce n'est pas strict, vous gagnez 1 € de plus par mois et vous n'avez pas le droit. Donc ça, je pense qu'effectivement, ça a été répondu. Et puis, comme autre question,
une démarche d'actualisation est-elle envisagée à partir des retours positifs et face aux retours sur les freins? Donc là, effectivement, c'est un peu est-ce que vous escomptez faire évoluer le service? Et puis après, on prendra d'autres questions au fur et à mesure. Soit vous levez la main, puis je vous passerai la parole, soit vous mettez ça dans le chat. Et puis une fois qu'on aura fait les premiers échanges, on reviendra sur le reste des autres solutions envisagées ou pas par le territoire. Donc déjà, sur cette histoire d'actualiser le service par rapport au retour, d'adapter le service, il se poursuit évidemment, mais est-ce qu'il va être modifié ou est-ce que pour l'instant on en reste là? Pour être très franc avec vous, nous avons constaté qu'au bout de 4 mois de fonctionnement, on a déjà presque entamé plus de la moitié de notre enveloppe budgétaire. Donc, il y a 15 jours de ça, un petit peu plus, oui, on a tous pris peur et nous nous sommes dit il faut vraiment qu'on se repose la question de comment on gère, comment on fait avec les moyens que nous avons. Donc, jeudi matin, nous avons une réunion de travail à ce sujet pour voir comment nous allons nous projeter, comment nous allons pouvoir adapter ce service, mais en aucun cas, nous n'avons pas pour habitude sur ce territoire je dirais globalement, je ne pense pas qu'il y ait d'élus trop obtus et de techniciens encore moins. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre et de répondre au mieux avec les moyens dont nous disposons, bien entendu, aux besoins de la population. Donc, en fait, on est constamment sur ce territoire, comme beaucoup de territoires ruraux, ce n'est pas propre au monde du Lyonnais, dans cette recherche perpétuelle de solutions magiques. Et on sait qu'on les trouve aussi par la fédération, la mutualisation de nos moyens avec les acteurs associatifs aussi qui sont quand même très engagés et qu'il ne faut pas oublier. Donc, il y a certainement des pistes d'évolution, mais il ne faut pas être naïf et on n'y arrivera pas sans moyens financiers ad hoc quand même, quoi. Voilà. Donc, on pourra en reparler tout à l'heure, mais Oui. Avec tout le changement de prise de compétences et d'organisation de la compétence transport, il se dessine peut-être des pistes aussi de financement. Oui, très bien. Merci bien. Une petite question annexe sur le budget annuel, puisque vous avez dit que c'est 1,20% du budget de fonctionnement de la collectivité. Ça représente combien? On arrivait là à 160 000, 150 000. Oui, voilà. En fait, oui. Nous avions préparé pour le budget primitif, nous partions la fleur au fusil avec 150 000 €. Et là, on se dit que ça va pas du tout. Et si on veut être au plus près de notre réalité, on serait sur un besoin estimé à 180 000 €. D'accord. Pour 30 000 habitants, c'est pour donner un ordre de grandeur, ça fait 6 € par habitant pour la collectivité, pour ce service-là, qui n'est évidemment pas... Ah oui, tiens, vous nous donnez une idée, 6 € par habitant. On va ajouter ça à notre redevance ordure ménagère et on a trouvé la solution. Oui, mais voilà, c'est juste pour avoir aussi un bon ordre de grandeur. Et effectivement, la question qui peut se poser, c'est effectivement cette histoire de pérennisation. Si, en gros, si je comprends bien, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, il faut réfléchir à l'appel à projet suivant qui vous permettra de continuer à financer là. Et vous faites ça depuis très longtemps. Donc, depuis 1985. C'est ça. Donc, est-ce que c'est pas un peu usant au bout d'un moment Pour les élus, je dirais que c'est relativement confortable. Il nous suffit de parler, de rencontrer les bonnes personnes. Pour nos techniciens, c'est harassant. Voilà. Non, mais effectivement, je comprends l'être humain. Est-ce que d'autres personnes voudraient poser des questions? Est-ce que j'ai des mains levées? Je n'ai pas de main levée à ce moment-là. Vous pouvez continuer aussi à poser des questions dans le chat. Je l'ai sous les yeux et donc je peux remonter les choses. Donc ça, c'est la présentation du service tel qu'il existe
avantages, choses qui pourraient être encore améliorées, le problème budgétaire étant un problème particulièrement important. Maintenant, je vais vous laisser présenter quelques autres réflexions qui ont pu être menées sur le territoire, toujours dans la même optique hein, de transport solidaire. Donc, je vous laisse faire ça, puis on rebondit après sur des questions par rapport à pourquoi telle ou telle solution a été mise en place ou au contraire pas été mise en place. Ok, alors, je passe là. Excusez-moi, j'ai une main levée, c'est ça, Oui. de Sandrine Durand. Donc, si elle veut poser sa question maintenant. Oui, bonjour. Bonjour. Sandrine Durand, de la direction des mobilités de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je travaille sur l'accessibilité pour les personnes handicapées et donc j'avais une question. Comment vous faites pour expliquer votre système de transport social aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées? Dans les systèmes que je développe, je me rends compte que la compréhension des systèmes est difficile. C'est un frein. Donc, est-ce que vous avez des relais par les associations, les éducateurs? Est-ce que vous avez fait une brochure spécifique? Et est-ce que là-dessus, vous pensez qu'il y a des marges de progrès ou Alors, nous avons beaucoup travaillé en amont avec les acteurs du département, les travailleurs sociaux, entre autres, les établissements médico-sociaux du territoire. Et puis, évidemment, par rapport à cet accès possible pour ces personnes, une explication leur est souvent relayée en mairie par les secrétaires de mairie qui sont les premières personnes, leurs premiers interlocuteurs, on va dire, par les CCAS, les élus des CCAS. Et puis, dans notre dossier à remplir, il est précisé que tout ça, que cette condition cette reconnaissance de cette situation de handicap doit être justifiée, donc justifiée soit par le versement, soit une RQTH, soit le versement de la hache, soit un certificat médical. Donc, il est encore certain que une personne qui serait connue d'aucun service, d'aucune association, peut ne pas se sentir concernée par ce dispositif, ce service. Ça, on ne l'exclut pas, mais ça fait quand même de longues années qu'on communique là-dessus. Donc, et vu les demandes qui nous arrivent, elles sont colossales. On a des demandes qui nous sont transmises alors qu'elles relèvent vraiment de la compétence du département. Donc, je pense que si ce service n'était pas connu pour les personnes en situation de handicap, il y a plein de demandes que nous n'aurions pas. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on laisse beaucoup de personnes en situation de handicap sur le carreau. Si je peux me permettre un tout petit compliment, merci. puis après je vous laisse poursuivre votre présentation. On en a parlé ce matin de l'échelon très local. Et là c'est la démonstration même. Effectivement, on n'est jamais sûr qu'on passe pas à côté de quelqu'un. Je pense que faire appel au CCAS, surtout sur des communes rurales, les CCAS, ils savent bien qui est personne âgée, qui a personne de difficulté à se déplacer. C'est un relais et une connaissance très, très fine du territoire. Je pense qu'avec tout ça, effectivement, on ne doit pas vraiment passer à côté de beaucoup de monde, sauf peut-être à côté de quelqu'un qui serait éligible, mais qui a tout ce qu'il faut, des enfants, des voisins qui font tout le travail et donc ils n'ont pas besoin du service, tout simplement. Voilà, je vous laisse la parole pour finir votre présentation, puis on rééchangera par la suite. D'accord. Merci. Donc, à côté, en fait, parallèlement, on va dire, à ce dispositif de transport social, nous avons donc mis en place, comme je le disais en introduction, le covoiturage, qui a été mis en place il y a un certain temps, puisque ça relève de 2009-2010, tout ça à l'échelle de notre nouvelle communauté de communes qui était en fait le territoire d'un syndicat auparavant.
Donc, ce covoiturage, voilà, il devait répondre justement à cette idée de limiter l'utilisation de la voiture ou en tout cas de mutualiser l'usage de la voiture pour se rendre au travail parce qu'une grande majorité, non, on va dire une grande proportion, pas une majorité, mais une grande proportion de notre population travaille en périphérie de Lyon ou à Lyon ou sur Saint-Étienne, donc est amené à faire de longs trajets. Donc, on sait que ce covoiturage pourrait fonctionner. Ça fonctionne, mais ça ne répond que partiellement hein, en fait aux besoins. Donc toutes ces données hein, qu'on a pu recueillir, elles sont aujourd'hui intégrées à la plateforme Aura et Movici. Hein. Non, je voulais rajouter quelque chose. Hein. Et puis, donc, parallèlement, on a aussi mis en place, suite à un gros travail fait avec la MSA et 4 associations dont l'objectif est vraiment de répondre à des questions de solidarité et d'animation de vie sociale du territoire, mis en place ce covoiturage solidaire de proximité. Ça, on l'a fait en 2017. C'est donc un service qui est proposé à tous les habitants, sans limite d'âge ou de situation, et pour des déplacements occasionnels. On n'est pas sur une réponse de déplacement régulier, donc on élimine hein, tous les déplacements professionnels, par exemple. Et donc, ceci nécessite l'engagement de conducteurs bénévoles qui sont indemnisés à hauteur de 25 centimes du kilomètre. Donc, les personnes qui veulent solliciter ce service se font connaître auprès de ces 4 associations qui ont adhéré à cette démarche, avec qui on a préparé tout ça. Et les bénévoles conducteurs font la même démarche. Donc, ces 2 dispositifs présentent chacun d'eux des points positifs hein, qui sont pour le covoiturage, le fait que c'est un dispositif qui, là encore, est basé sur une forme de proximité, de solidarité, bien évidemment, et sur le fait que ces covoitureurs sont des habitants du même territoire, donc ils sont amenés à se connaître. Ou en tout cas, s'ils ne se connaissent pas lors du premier trajet, lorsque ces trajets se répètent, eh bien, on a pu observer qu'après, ce sont des liens qui se tissent et puis qui amènent à d'autres solutions d'entraide. Voilà. Et bien évidemment, c'est un élément facilitateur pour les déplacements. Pour ce covoiturage solidaire de proximité, ce qu'on note et qui est plutôt positif, c'est que on l'a basé sur, en appui à des associations de solidarité qui sont vraiment reconnues sur le territoire et surtout réparties aussi géographiquement. Donc, on va dire chacun peut s'adresser à une des associations à proximité de chez lui. Et puis, bon, voilà, on est sur quelque chose qui est repéré et existant sur d'autres territoires en France. Donc, moi, je me souviens avoir reçu des personnes en mairie qui avaient repéré que ce dispositif existait dans d'autres territoires français et qui me demandaient ce qu'il en était dans les monts du Lyonnais. Donc là, il est facile de dire, mais ça existe aussi chez nous. Et voilà, on introduit ainsi la présentation d'un service local qui était encore méconnu. Voilà, et puis la démarche de réservation est relativement facile puisque il suffit juste de passer un coup de fil auprès de l'association pour recueillir les renseignements et puis après les coordonnées des covoitureurs sont transmises et les choses peuvent s'organiser relativement vite et facilement. Bon, à contrario, les points négatifs que nous avons repérés sont aussi existants et tout aussi nombreux. Donc, pour le covoiturage, c'est vrai que on n'a pas pu
à ce jour repéré suffisamment d'offres de trajets, donc ce qui décourage en fait certains covoitureurs, tant de la part de ceux qui ont besoin que de ceux qui se proposeraient pour covoiturer. Et puis, on se rend bien compte que la difficulté, quand on est sur cette forme de régularité, c'est que ce n'est pas adapté aux trajets très locaux pour la traversée de notre territoire tout bonnement. C'est parfois plus facile de trouver du covoiturage pour un trajet plus long. Et voilà. En ce qui concerne le covoiturage solidaire, ce qu'on a pu repérer comme point négatif, c'est que on a plus de volontaires, de bénévoles qui se sont proposés pour être conducteurs que de personnes qui sollicitent ce covoiturage solidaire. C'est pas faute pourtant de le proposer, entre autres aux personnes qui nous déposent un dossier de demande de transport social qu'on ne peut retenir du fait qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité. Donc, dans ce cas-là, on leur propose le covoiturage solidaire, mais on s'aperçoit qu'ils ne s'en emparent pas tous. Voilà. Et puis, ce qu'on repère, c'est qu'il y a lieu de communiquer grandement et d'être peut-être dans quelque chose pour nous de très redondant qu'on n'a pas suffisamment fait. Et au moment du lancement de ce covoiturage solidaire, on n'a pas... il nous semble aujourd'hui que nous n'avons pas fait un battage suffisamment fort, une communication on va dire un peu coup de poing, qui aurait été nécessaire. Donc là-dessus, je crois que nous avons un peu failli et bon, il n'est pas trop tard pour redonner de l'élan à ce service parce que je pense que ça va être nécessaire si on veut qu'il se développe. Et puis, on s'aperçoit aussi que certaines personnes, tant qu'on ne les accompagne pas très personnellement pour faire la démarche, même si elle nous semble simple d'un côté, voilà, de solliciter l'association, une des associations engagées dans ce dispositif ou d'appeler un conducteur, eh bien, les choses ne se font pas. Et bien évidemment, déjà, on a repéré que nos 2 € de trajet du transport social est élevé, mais là, du coup, les 25 centimes du kilomètre, ça reste aussi un coût qui peut être un vrai frein pour certaines personnes, pardon, donc de certaines façons. Une toute petite question par rapport à ça, qui est posée par Joanie Engrand de Mobicop. Quand vous dites plus de conducteurs que de passagers, ça veut dire qu'il y a plus d'offres que de demandes, c'est ça? Oui, voilà. Et que donc les gens qui offrent finalement pourraient finir par se lasser de proposer des services auxquels personne ne fait. Si. Et ce n'est pas faute de besoin, c'est vraiment une difficulté de la mise en lien et de la sollicitation des personnes qui en ont vraiment besoin de cette aide au trajet. Alors, on va avancer sur un autre dispositif, mais juste pour aussi peut-être amorcer des échanges sur ce sujet des partages d'expériences, c'est l'autopartage. On ne l'a pas développé sur la communauté de communes. Pourquoi? Je sais pas trop. Sans doute parce qu'on n'y a pas pour l'instant dédié des moyens. On a dédié nos moyens à d'autres dispositifs. On a vu au covoiturage, au transport social, à la mobilité active, vélo, assistance électrique notamment. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas dédié des moyens pour un peu étudier les différentes solutions d'autopartage qui pourraient être mis en place, que ce soit entre particuliers, mise à disposition de véhicules de la communauté de communes le soir ou le week-end, ou même une voiture comme, voilà, en autopartage avec un service, on va dire, privé. En fait, on n'a pas encore travaillé sur ce sujet. Je pense que, voilà, un petit peu de ce que j'ai pu ressentir, moi, qui travaille sur le sujet de la mobilité, quand j'étais déjà au CIMOLI, au syndicat intercommunautaire,
ou l'avoir évoqué à droite à gauche, je pense que aussi on est peut-être un peu sceptique que ça puisse fonctionner en milieu rural, parce que c'est toujours difficile de se séparer de sa voiture. On en a besoin quasiment au quotidien. Donc, une voiture, soit je l'autopartage avec quelqu'un d'autre et je ne l'ai pas quand j'en ai besoin, soit le véhicule est mis à disposition par le PCI à certains moments, mais pas tout le temps. Voilà, donc j'ai ma voiture dans mon garage. On a aussi ce réflexe-là. Est-ce que la densité de population est assez importante pour arriver à un système aussi qui soit en guillemets rentable, ou au moins pas coûteux pour la communauté de communes? Et là, on est plus aussi, nous, dans des dispositifs, on essaye de répondre aux besoins des personnes les plus en difficulté. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est adapté aux personnes en difficulté, aux personnes précaires, sur les coûts que peuvent avoir l'autopartage, sur la façon dont on peut l'utiliser? Voilà, c'est des questions, c'est aussi les raisons pour lesquelles ça n'a pas été développé, ou les questions qu'on se pose. Pour avoir fouillé un petit peu quand même sur le sujet, et notamment sur ce qu'a mis en place nos voisins, on va dire la communauté de communes de l'Ouest rhodanien, qui a mis en place un dispositif d'autopartage entre particuliers. Voilà, ils résument leurs conditions de réussite de la façon suivante: des besoins du véhicule qui doivent être complémentaires dans le temps, hein. C'est un autopartage entre particuliers, hein, il faut bien être spécifique. Il ne faut pas être trop attaché à sa voiture, c'est ce que je disais auparavant. Souvent, on est très attaché à sa voiture. Est-ce qu'on est prêt à la partager avec quelqu'un d'autre? Il faut établir vraiment des relations de confiance et de respect quand on utilise la voiture de quelqu'un d'autre. Il faut être très clair sur comment ça va fonctionner, sur les frais, sur l'organisation. Les modalités vraiment doivent être bien mises en place. Et effectivement, il faut être en proximité. On ne va pas auto-partager avec quelqu'un qui habite loin, qui ne pourra pas venir chercher la voiture. Il faut être assez logique. Voilà, c'est des réflexions et une ouverture sur ce sujet. J'imagine que parmi tous les participants de cet atelier, il y en a peut-être qui ont des expériences à partager sur ces dispositifs d'autopartage qui pourraient justement nous aiguiller, nous amener à réfléchir davantage. Pour terminer, donc juste, oui, pour terminer, il est important de signifier, comme on le sous-entendait tout à l'heure, que la communauté de communes a pris en mars 2021 la compétence mobilité, donc ce qui va nous laisser une forme de possibilité d'agir sur le plan de cette mobilité solidaire et de mobilité active, dirons-nous, et puis sur ces dispositifs dont on vient de parler, que ce soit le covoiturage ou l'autopartage. Et du coup, ceci nous amène aussi à envisager un financement peut-être aussi possible sur le fait que nous allons pouvoir percevoir le versement mobilité, et qui peut du coup nous apporter en tout cas une première solution pas négligeable financièrement. Et l'autre levier que nous allons pouvoir actionner, c'est un nouveau partenariat avec la communauté professionnelle territoire de santé des Monts du Lyonnais. Donc, peut-être tout le monde ne connaît pas, mais aujourd'hui, ces CPTS sont des regroupements en associations de professionnels de santé qui sont amenés à travailler ensemble et à développer un vrai partenariat pour permettre un parcours de santé de chaque patient suffisamment fluide, et qui du coup disposent, grâce à des financements prescrits octroyés par l'ARS, de différentes actions qui vont faciliter l'accès aux soins pour tous les patients, dont cette question du transport voilà, pour honorer un rendez-vous chez le médecin, un professionnel de santé. Et donc, cette CPTS de notre territoire s'est rapprochée de nous pour
pour que nous envisagions en fait cette organisation de transport pour ces personnes qui, du coup, présentent des difficultés pour accéder facilement aux soins. Et donc, de ce fait, ce partenariat est bien évidemment engagé sous le plan d'une solidarité au niveau de l'organisation, mais aussi financière. C'est-à-dire que voilà, ils sont en capacité aujourd'hui de nous accorder une petite enveloppe pour couvrir ces déplacements-là. Donc, dans notre accès au transport social, nous avons mentionné un critère supplémentaire qui est celui de l'accès aux soins et qui donc peut se justifier pour les personnes pour qu'elles puissent être éligibles au transport par un certificat médical. Et donc, ce qui... Oui, je vous laisse la parole. Juste pour préciser, c'est ceux qui n'ont pas droit au transport par la sécurité, qui est pris en charge par la sécurité sociale. Hein, c'est hors, voilà. Donc, ça peut être, par exemple, une personne qui doit aller à 10 séances de kiné, voilà, et qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Voilà, donc, il y a aussi des conditions, évidemment. Pour terminer, on a commencé une petite ouverture et des réflexions et des petits tests, on va dire, voilà, d'expérimentation sur d'autres mobilités, notamment pour les personnes en insertion socio-professionnelle, avec l'expérimentation en mettant des vélos assistance électrique à disposition de salariés dans des ateliers chantiers d'insertion, avec à la fois du prêt longue durée et des formations de remise en selle qui ont aussi porté qui commencent à porter leurs fruits, hein, puisque certains de ces salariés les utilisent pour des déplacements domicile-travail ou pour aller faire des courses. On a commencé également l'année dernière avec l'appui du département du Rhône aussi de travailler sur une façon plus approfondie sur des diagnostics mobilité, diagnostics permis de conduire en partenariat avec une association et avec les prescripteurs. Et il existe sur notre territoire une association d'entraide qui propose aussi des scooters à la location, également sur avis d'un travailleur social. Donc, on a des petites ouvertures sur cette problématique de la mobilité des personnes en insertion socio-professionnelle qu'il faut qu'on approfondisse et voilà, qu'on réfléchisse, qu'on améliore effectivement, qu'on voit un petit peu plus comment ces pistes pourraient aboutir voilà, pour répondre à ces besoins. Et également, pour un public plus senior, on a, et pour des déplacements aussi vraiment de très grande proximité, pour aller acheter son pain, par exemple, on a également mis en place des ateliers de remise en selle avec vélo assistance électrique, dans le cadre aussi de ce projet Pandora Plus, qu'on va poursuivre cette année dans le cadre d'un autre projet. Donc, pour que les gens aussi passent à une autre mobilité, en fait, pour autre que la voiture et pour des déplacements très proches. Voilà. On en a fini. Merci beaucoup pour cette présentation complémentaire qui complète un petit peu tout ce qui a été dit auparavant, avec on voit quand même des constantes, hein, en particulier le fait d'un besoin d'accompagnement fin et de proximité pour que ces services fonctionnent. On en revient toujours un petit peu à ça, mais c'est normal en même temps. C'est un peu logique. Donc, est-ce que certaines personnes voudraient poser des questions ou réagir ou même présenter, d'ailleurs, ça peut être intéressant si certaines personnes ici ont des expériences similaires à présenter, ça paraît être une bonne idée, un bon moment pour le faire, pour partager un petit peu vos différentes expériences. Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Alors, Sandrine Durand, donc allez-y. Oui, je voulais savoir, est-ce que les deux systèmes de covoiturage, le covoiturage, disons, classique, normal, et le covoiturage solidaire, sont sur la même plateforme ou pas? Vous disiez que le premier système est rattaché à la plateforme Movici, est inclus dans la plateforme Movici régionale. Le second, il est indépendant, en fait.
comment les gens font le lien entre l'un et l'autre, s'ils veulent utiliser l'un ou l'autre. Tout à fait, c'est deux systèmes complètement indépendants. En fait, le premier, le covoiturage, en fait, le syndicat intercommunautaire avait effectivement monté une plateforme à l'échelle du syndicat. Puis, quand c'était effectivement 2009-2010, puis quand des plateformes ont commencé à se développer, il y a d'abord eu une plateforme à l'échelle du département du Rhône. Donc, entre guillemets, notre plateforme a été intégrée dans celle du département du Rhône. Puis, quand il y a eu la création de la plateforme Movici à l'échelle de la région Rhône-Alpes, puis de la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout ça a été intégré dans Movici. Donc, intégré, ça veut dire que tous les covoitureurs qui étaient inscrits sur cette plateforme, covoitureurs dans les deux sens, qui cherchaient, qui ont un véhicule ou qui cherchaient du covoiturage, ont été intégrés dans cette plateforme régionale. Donc, ils ont tous reçu de l'information, déjà à leur niveau, qu'ils étaient intégrés ou qui refusaient d'être intégrés, évidemment. Enfin, il y a eu tout un système. Et après, nous, on a continué à, peut-être moins ces dernières années, mais pendant longtemps, à communiquer sur cette plateforme de covoiturage qui est plus à destination, on va dire, comme l'a dit Marie-Luce tout à l'heure, des trajets domicile-travail. Et le covoiturage solidaire de proximité, en fait, on n'a pas du tout utilisé le même réseau. C'est un réseau vraiment de partenaires très locaux avec ces 4 associations. Et après, la diffusion de la communication s'est fait aussi par un peu les bulletins municipaux, par le réseau associatif. Donc, et c'est en fait un fonctionnement complètement différent. Le covoiturage solidaire de proximité, c'est aussi un fonctionnement, entre guillemets, un peu de bouche à oreille et de la personne qui appelle l'association, qui le met en lien avec un chauffeur bénévole. Alors que le covoiturage Movici, maintenant on l'appelle Movici, et ben, ça fonctionne par la plateforme, par une application. Bien, merci bien. On va enchaîner parce que j'ai un certain nombre de demandes d'intervention et de questions. Merci pour tout ça. Olivier Ambrosi, et puis Joanie Engrand, puis après, s'il reste un peu de temps, Martin Lesage qui a fait une contribution écrite. Olivier. Alors, vous pouvez remettre votre micro parce que là, on ne vous entend pas. Bonjour. Bonjour. Donc, Olivier Ambrosi, vous m'entendez bien? Ça va? Il faut parler plus fort. Alors, je vais monter un peu le son. Voilà, ça va? Est-ce que ça va mieux là? Oui, ça va mieux. Ça va mieux? Bon, bonjour. Donc, Olivier Ambrosi, moi, je travaille dans un centre social qui s'appelle Carrefour des Habitants, qui est basé à Nyons, donc c'est sud de Drôme provençal, le pays des oliviers. Et alors, on va peut-être faire une présentation à 2 voix avec Joanie Engrand de Mobicop, puisqu'on est partenaire avec Mobicop d'une expérimentation qui est sur la Drôme, qui s'appelle Mobisol, Mobilité solidaire 26 comme la Drôme. Voilà, donc c'est une expérimentation en cours. Et je vois qu'il y a plusieurs participants à cette visio qui suivent et qui sont partenaires de cette expérimentation. Donc nous, le dispositif Mobilité solidaire, il est surtout centré sur des bassins de vie, donc en hyper proximité. Et donc c'est un dispositif de transport d'utilité sociale qui fait appel à des bénévoles, voilà, solidaires, et qui font de l'accompagnement dans des déplacements et surtout de l'accès aux services pour des personnes qui sont soit en situation d'isolement, soit qui n'ont pas de possibilité de déplacement facilité, notamment pour des questions de ressources, mais pas que, absence de voiture ou difficulté d'accès au transport en commun. On est aussi en zone de revitalisation rurale, pardon. Il n'y a pas de gare à proximité, parfois difficulté d'avoir accès au transport en commun. Et pour cette expérimentation, donc on a un partenariat avec Mobicop, que beaucoup d'entre vous
connaissez. Voilà, donc je propose à Joanie de compléter, puisque c'est essentiellement Mobicop qui est à l'origine, avec d'autres, de cette expérimentation. Nous, on est l'opérateur qui anime à l'échelle d'une communauté de communes, qui est la communauté de communes des Baronnies en Drôme-Provençal. Voilà, et puis on pourra témoigner aussi du partenariat entre une coopérative, des associations, centres sociaux ou espaces de vie sociale, et puis une collectivité et d'autres partenaires, notamment le département et la région. Je passe la parole à Joanie. Bonjour à tous. Effectivement, je pense que la difficulté pour tous les acteurs sur ce type de dispositif, c'est d'arriver à entrer dans un cadre légal. Et justement, le cadre en ce qui concerne le transport d'utilité sociale est assez récent. Et je pense que c'est un peu là la différence entre le projet qui vient d'être présenté et puis Mobisol 26, c'est qu'il y a tout ce cadre de bénévolat et toute la question de qui porte en fait, qui fait la mise en relation en fait sur les territoires, qui fait la mise en relation entre les bénéficiaires et puis les bénévoles, parce que nous on avait bien affaire à du transport solidaire à des bénévoles. Et du coup, c'est pour ça que je suis super étonnée d'entendre que vous aviez plus de covoitureurs que de demandeurs, parce que nous, c'est un peu l'inverse qui se produit pour le coup. Il faut vraiment entreprendre des vraies animations sur les territoires pour aller chercher des bénévoles, parce qu'à contrario, la demande, en fait, elle est bien présente. Et c'est pour ça qu'on a attaché de l'importance à faire ça en 2 phases. La première phase a été d'aller chercher le bénévole. Une fois qu'on est arrivé à une masse critique de bénévoles, on procédait seulement à l'ouverture du service pour pas justement créer un effet de déception pour les personnes en demande de trajet. Voilà ce que je peux ajouter à ce que Olivier vient de nous présenter. Merci beaucoup, parce que c'est particulièrement intéressant. Je vais laisser nos collègues répondre, mais peut-être que simplement le fait qu'il y ait déjà un transport solidaire fait que ce transport solidaire, enfin celui qui est déjà mis en place, le taxi solidaire, assèche un petit peu les besoins en covoiturage solidaire, vu qu'il y a déjà quelque chose qui existe. Mais je vous laisse répondre, et puis à propos de transport d'utilité sociale, si vous voulez rajouter quelque chose aussi. Non, en fait, je crois que ce qui fait que nous avons pu répertorier un certain nombre de conducteurs bénévoles, c'est, comme je vous le disais en introduction, c'est que sur notre territoire, on peut quand même se satisfaire et saluer un grand engagement associatif, voilà, et il y a un réseau de bénévoles très très développé, et ça c'est historique, voilà, dès qu'on ouvre un bouquin sur l'histoire des Monts du Lyonnais, voilà, cette caractéristique est mentionnée. Donc je pense qu'on peut aussi l'expliquer comme par cela. Et le fait que nous déplorions que des besoins soient identifiés par ce biais-là, il y a peut-être plusieurs réponses, comme celle que vous donniez tout à l'heure, c'est-à-dire que le transport social répond à une partie des demandes, et peut-être que l'autre ne transite pas par cette demande officialisée par le dispositif covoiturage solidaire et se met en place tout bonnement, comme ça, par des élans de solidarité sur lesquels nous n'avons pas la main, et ça se fait. Et d'ailleurs, sur une commune, on l'observe, le CCAS avait mis ça en place il y a un certain nombre d'années, et ça continue comme ça, et les gens s'entraident sans que d'autres le sachent, en fait. Mais malgré tout, ce que nous répétons sans cesse, c'est qu'il nous faut quand même continuer à nous questionner, parce qu'on sait pertinemment que tout besoin n'a pas sa réponse. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que Martin Lesage pourrait nous dire 2 mots sur ce qu'il vient d'écrire là dans le chat sur l'autopartage en milieu rural, parce que ça aussi, c'est un sujet qui peut intéresser. S'il est toujours avec nous, je le vois pourtant.
Ah, voilà. Oui, Merci. Oui, bonjour. Je témoignais juste que donc Martin Lesage de Cities Alpes-Loire, nous aussi, on expérimente les transports en milieu rural, et l'autopartage depuis quelques années. Bon, l'expérience la plus, une des expériences la plus probantes, c'est celle de Mins, mais on n'y a pas mêlé le covoiturage. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'était de mélanger les deux, parce que, en fait, bon, c'est nous qui avons pris le risque de mettre des voitures avec un certain nombre d'ambassadeurs locaux, c'est-à-dire de gens engagés localement et qui voulaient de l'autopartage, dont un d'ailleurs a partagé une de ses voitures dans la flotte Cities. Et nous avons rajouté une deuxième voiture pour qu'on ait une vraie offre d'autopartage à Mins, avec 2 voitures, pour que quand il y en a une qui est prise, ben, il reste toujours l'autre pour des réservations de dernière minute. Voilà. Alors, ça a un coût, mais ce n'est pas des coûts énormes finalement quand je regardais les choses par rapport au coût que vous annonciez. Et je pense que ces voitures pourraient beaucoup plus servir à du covoiturage solidaire aussi. Simplement, ben là-bas, pour l'instant, il n'y a pas eu d'association qui ait envie de porter la partie covoiturage en disant ben, tiens, on va utiliser des voitures Cities, avec d'ailleurs un budget que la mairie a attribué, mais qu'elle n'utilise guère, parce qu'il n'y a pas beaucoup de besoins pour transporter des personnes sélectionnées par le CCS, mais ils cherchent que des personnes qui aient déjà le permis de conduire. Or, je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourraient très bien bénéficier du service de covoiturage solidaire avec des voitures Cities pour un coût moindre que de prendre un taxi solidaire. Donc, moi, je suis assez intéressé, c'est pour ça que j'assistais à cette réunion en disant, ben, en utilisant une voiture de la commune ou une voiture d'un particulier qu'on met en autopartage et en faisant du covoiturage solidaire avec, il doit y avoir un jour un système qui peut être autosuffisant ou en tout cas qui peut coûter nettement moins cher que tout le reste. Bon, ça se prépare, ça se réfléchit, ça se travaille, ça coûte plus cher finalement en ingénierie qu'en réalisation, mais pourquoi pas, hein, voilà. Donc, merci beaucoup pour cette réflexion qui effectivement peut être particulièrement intéressante, le fait de mixer effectivement plusieurs services, le fait de mettre à disposition, pourquoi pas, des voitures de collectivité ou de particuliers dans le cadre de l'autopartage, c'est effectivement des choses à réfléchir, parce que si on saucissonne trop, ben finalement, le système ne sera pas viable en tant qu'autopartage, ni viable en tant que covoiturage, enfin viable, en tout cas suffisamment intéressant pour que les collectivités puissent s'en saisir. Oui, c'est ça. Alors, ce que nous dit Joanie, pour Mobisol 26, on utilisait des véhicules de bénévoles, des minibus, des structures accompagnatrices, et puis effectivement des réflexions en cours sur les véhicules des collectivités. C'est vrai que quand on prend un pool de véhicules d'une collectivité, ils ne sont pas tous en permanence utilisés tout le temps, et donc le laisser en possibilité d'autopartage, quitte à ce que la commune le récupère elle-même quand elle en a besoin, ça peut être effectivement particulièrement intéressant. Merci pour ce témoignage-là. Il nous reste 4 minutes avant de rebasculer en session plénière avec un petit peu un retour. Est-ce que les Monts-du-Lyonnais veulent nous dire un petit mot de conclusion, ou quelqu'un d'autre voudrait reposer une petite question? Sinon, on rebasculera sur la réunion plénière. Est-ce que les Monts-du-Lyonnais ont droit à poser une question? Bien sûr, au contraire. Concernant l'autopartage, alors soit l'exemple que vous avez mentionné, Monsieur Lesage, soit d'autres exemples dans la salle, est-ce que des personnes ont mis ça en place et avec peut-être des tarifs préférentiels justement pour des publics plus en précarité, ou est-ce qu'il y a différents tarifs adaptés suivant la population, ou est-ce que quelle population ça touche en fait? Il faut vraiment distinguer l'autopartage social de l'autopartage
qui a comme vocation à être finançable. Donc, effectivement, dans le PILA, on a des tarifs réduits pour un certain nombre de personnes. Mais il y a un portage par le parc qui a mis à disposition de Cities les 2 voitures, et Cities gère le service avec des gens qui payent au tarif normal et d'autres qui payent moins cher. Donc, oui, tout est possible. Simplement, il faut qu'il y ait un bon équilibre et qu'il y ait quelqu'un qui s'engage à payer au bout du compte. Donc, soit c'est Cities qui le prend sur sa marge qui dégage dans les grandes villes, soit c'est la collectivité qui dit ben, « moi, je m'engage à hauteur de temps ». Et puis, c'est un ensemble, finalement. Il faut trouver un ensemble de banquiers, entre guillemets, que ça soit la coopérative, le CCAS, la ville, un parc. Voilà. Donc, de toute façon, à un moment, les voitures ont un coût. Et il faut savoir qui va les payer. Donc, voilà, c'est des équilibres qui mettent un petit peu de temps à se trouver. Mais c'est pour ça que je dis l'ingénierie prend plus de temps que le reste. Voilà. Et surtout sur des services qui sont pour l'instant innovants. Je veux dire, Oui. c'est assez rare d'avoir de l'autopartage solidaire. Donc, le temps que ça se mette en place et que les premières collectivités essuient des plâtres, eh ben, effectivement, il faut des gens très motivés pour que ensuite ces services-là puissent être développés plus largement. Le plus important, juste pour l'autopartage solidaire, c'est le plus gros risque, il est en cas d'accident. Le montant de la franchise peut dépasser le montant du RSA, puisqu'en général, il est de 750 €, donc, ou de 600, vous voyez. Donc, il faut qu'il y ait une caisse de solidarité qui se mette quelque part en place pour l'envisager. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Ben, il est l'heure, alors je pense que les personnes qui gèrent le timing vont nous basculer automatiquement ou il faut qu'on attende, il faut qu'on fasse quoi pour… Alors non, vous devez cliquer sur un lien que Jade vous a envoyé, qui est dans le chat. On va vous le remettre pour qu'il apparaisse. En tout cas, merci à tous, hein, c'était très intéressant. Dernier. Oui, merci beaucoup à tous, effectivement. Merci à vous. Merci à vous aussi. Ah oui, donc voilà. Voilà, Donc, donc, maintenant, on a le vas-y. Zoom qui vient d'apparaître dans le chat. Donc, vous pouvez vous connecter à la plénière pour la suite Le dernier temps de la des journée. différents ateliers. C'est ça. Et encore une fois, merci à tous, hein, et surtout les intervenants, mais tous ceux qui ont écouté, qui ont posé des questions. C'était très, très instructif.